Le silence de l'habitation Valrose n'est pas celui de la paix, mais celui d'une tombe que l'on finit de creuser. En cette année 1845, sous la chaleur étouffante des Antilles, le domaine du comte de Granville ressemble à un paradis terrestre. Les moulins tournent avec une régularité mécanique, broyant la canne et les espoirs avec la même indifférence. Mais derrière la façade de cette prospérité insolente, les fondations de la demeure craquent sous le poids d'un secret toxique. Le comte de Granville n'est pas seulement un propriétaire terrien. C'est un homme dont la paranoïa n'a d'égal que sa cruauté. Il règne sur ses terres par le fer et le sang, persuadé que la peur est le seul ciment capable de maintenir son empire. Pourtant, dans son arrogance aveugle, il a commis l'erreur que commettent tous les tyrans avant leur chute. Il a sous-estimé l'homme qui se tenait dans l'ombre, celui qu'il considérait comme un simple d'esprit. Barnabé est un homme que l'on ne remarque pas, une silhouette effacée parmi les centaines d'âmes qui peuplent la plantation. On l'appelle l'homme insecte, un surnom né du mépris des contremaîtres et de la curiosité morbide du maître. Depuis son enfance, Barnabé manifeste une anomalie qui terrifie autant qu'elle fascine, une immunité surnaturelle aux venins les plus violents. Il peut manipuler les créatures les plus mortelles de la jungle martiniquaise sans jamais sourciller. Pour Granville, Barnabé n'est qu'un outil pratique, un serviteur destiné à nettoyer les recoins infestés des entrepôts de sucre. Il ignore que derrière ce regard vide se cache un génie de la taxonomie et une mémoire capable de retenir chaque détail. Barnabé n'est pas seulement un esclave, il est le témoin invisible de toutes les infamies commises derrière les portes closes. Il a appris à lire le monde, non pas dans les livres, mais dans les battements de cœur des prédateurs qu'il côtoie. Et ce qu'il a lu dans le cœur du comte de Granville n'est rien d'autre que la noirceur absolue. Le scandale couve sous la poussière des registres de l'habitation Valrose depuis trop longtemps. Barnabé a tout vu, tapi dans l'obscurité des couloirs, là où le bruit des bottes du maître annonce la souffrance. Il a vu Granville empoisonner lentement l'ancien propriétaire de la plantation pour s'emparer de sa fortune et de ses terres. Il a entendu les derniers soupirs d'un homme qui pensait avoir trouvé un ami, alors qu'il n'avait accueilli qu'un serpent dans son lit. Mais le secret le plus lourd, celui qui fait bouillir le sang de Barnabé, concerne la jeune Marie. Marie est une orpheline de 14 ans, dont la douceur est une insulte à la violence qui règne sur le domaine. Elle est la seule à avoir montré de la compassion à l'homme insecte, lui offrant son morceau de pain les jours de punition. Granville, acculé par des dettes de jeu et une avidité sans fin, a décidé de la vendre à un marchand d'esclaves infâme. Le départ du navire est fixé à l'aube, et Marie ne sait pas encore qu'elle est promise à un enfer pire que celui de Valrose. Le temps de la patience est révolu, car Barnabé sait que la justice des hommes ne viendra jamais dans cette colonie. Sa vengeance ne sera pas bruyante, elle ne nécessitera ni fusil, ni lame, ni révolte sanglante. Elle sera biologique, lente et calculée, à l'image des prédateurs qui l'admirent tant. Durant des semaines, il s'est enfoncé dans les parties les plus sauvages et les plus sombres de l'île. Là où le soleil ne perce jamais la canopée, il a traqué les spécimens les plus agressifs de scorpions jaunes. Ces créatures, porteuses d'une neurotoxine foudroyante, sont ses alliés dans cette guerre solitaire. Il les a collectées une à une, avec une précision chirurgicale, sans jamais craindre leur dard levé. Il les garde maintenant dans des jarres de terre cuite, cachées sous le plancher de sa modeste cabane. Il les nourrit de sa propre haine, leur murmurant des secrets que seul un condamné peut comprendre. Chaque scorpion est une promesse de douleur, une lettre d'un alphabet de mort qu'il s'apprête à écrire. Barnabé connaît parfaitement les rituels du comte de Granville, une routine dictée par l'obsession et la paranoïa. Chaque soir, le maître s'enferme dans sa chambre luxueuse, interdisant à quiconque d'approcher de son sanctuaire. Il passe des heures à compter ses pièces d'or, savourant le poids de sa richesse, avant de se glisser dans ses draps de soie. Ces draps, importés de Paris à grands frais, sont le symbole de sa supériorité et de son confort immérité. Il se croit en sécurité derrière ses verrous, protégé par son statut et par la peur qu'il inspire. Mais il ignore que les conduits d'aération et les interstices des boiseries sont des autoroutes pour l'armée de Barnabé. Le plan est simple, d'une simplicité terrifiante qui ne laisse aucune place à l'erreur. 50 dards chargés de venin attendent le signal invisible pour passer à l'attaque. La nuit tombe sur Valrose, une nuit plus noire que d'habitude, comme si le ciel lui-même refusait de voir ce qui va suivre. Barnabé se déplace avec la grâce silencieuse d'un spectre,
ses pieds nus ne produisant aucun son sur la pierre. Il atteint le niveau de la chambre de Granville, là où l'opulence insulte la misère de ceux qui travaillent la terre. L'air est lourd, chargé d'une humidité qui semble annoncer l'orage, mais le tonnerre ne viendra pas du ciel. Avec une patience infinie, il commence à libérer ses passagers clandestins à travers les fentes du bois. Il les dirige avec une baguette de bambou, les incitant à se glisser directement entre le matelas et la couette de soie. Les scorpions, perturbés par le changement d'environnement, cherchent instinctivement la chaleur et l'obscurité. Ils se déploient en silence, formant un tapis vivant de mort imminente sous la surface lisse du lit. Chaque mouvement de Barnabé est empreint d'une solennité presque religieuse, comme s'il officiait un rite funéraire. Il ne ressent ni peur ni hésitation, seulement la satisfaction froide d'un homme qui remet les pendules à l'heure. Le piège est tendu, et le prédateur de Valrose est sur le point de devenir la proie la plus pitoyable de son propre domaine. Avant de continuer cette plongée dans les ténèbres de l'habitation Valrose, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que la vengeance peut être une forme légitime de justice quand la loi refuse de protéger les innocents? Dites-le-moi en commentaire avec une note de 0 à 10 sur la tension que vous ressentez en ce moment même. Et si ce récit vous captive, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune seconde de cette exécution silencieuse. Votre présence ici est le seul témoin de cette histoire que l'histoire officielle a tenté d'effacer. Restez avec moi, car ce qui va se passer dans cette chambre va changer le destin de Valrose à tout jamais. Granville retire ses bottes, les jetant négligemment sur le tapis épais, savourant le luxe de sa solitude. Il ne remarque pas la légère odeur de terre humide qui s'est infiltrée dans l'air habituellement parfumé à la lavande. Il est trop occupé à calculer les bénéfices de la vente de Marie, imaginant déjà l'or qu'il va pouvoir réinvestir. Pour lui, la jeune fille n'est qu'une ligne de plus dans son grand livre de comptes, un actif à liquider. Il s'approche de son lit, ce lit qui a été le témoin de tant de complots et de rêves de grandeur. Il soulève la couette, mais l'obscurité de la pièce et sa propre fatigue l'empêchent de voir les reflets jaunâtres qui s'agitent. Il s'assoit sur le bord du matelas, le sommier grinçant légèrement sous son poids, déclenchant une onde de choc parmi les occupants cachés. Le venin est déjà là, à quelques centimètres de sa peau, prêt à être injecté au moindre contact. Granville éteint la lampe, plongeant la pièce dans un noir d'encre, sans savoir que c'est la dernière lumière qu'il verra de son vivant. Il s'allonge, étirant ses membres fatigués, et ramène la couverture sur lui dans un geste de confort fatal. Le premier contact est presque imperceptible, une simple sensation de picotement sur son mollet droit. Granville bouge la jambe, pensant à un insecte égaré, un désagrément mineur dans cette chaleur tropicale. Mais ce mouvement est le signal que les 50 scorpions attendaient pour passer à l'offensive coordonnée. Soudain, une douleur fulgurante, comme une aiguille chauffée à blanc, transperce sa cheville, puis une autre sur sa cuisse et une troisième dans le bas de son dos, là où la peau est la plus tendre. Le cri qui s'échappe de sa gorge est étouffé par la surprise et par la première vague de paralysie qui frappe ses cordes vocales. Il tente de se redresser, de rejeter les draps, mais chaque mouvement ne fait qu'exciter davantage les créatures piégées. Le venin commence son œuvre dévastatrice, circulant dans ses veines à une vitesse terrifiante, attaquant son système nerveux. Ce n'est plus un homme qui gémit dans l'obscurité, c'est une proie qui réalise trop tard qu'elle n'a nulle part où fuir. Barnabé, resté dehors sur la treille, écoute ce premier cri avec une impassibilité de pierre. L'agonie du comte de Granville ne fait que commencer, et elle a été calculée pour durer jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Barnabé sait que le venin du scorpion jaune ne tue pas instantanément, il torture, il paralyse, il brûle de l'intérieur. Il veut que Granville ait le temps de comprendre, le temps de se souvenir de chaque visage qu'il a piétiné. Il veut que le maître de Valrose ressente l'impuissance absolue, celle-là même qu'il a imposée à ses esclaves pendant des décennies. Dans la chambre, le bruit des draps qui se déchirent se mêle au râle de plus en plus rauque du mourant. Le luxe de la soie est devenu un linceul de douleur, un piège de douceur qui cache une multitude de dards. Chaque seconde qui passe est une éternité de souffrance, une dette que Granville est en train de payer au centuple. Mais le plus grand choc pour le comte ne sera pas la douleur physique, mais la révélation qui l'attend. Car Barnabé n'en a pas fini avec lui, et il a un dernier document à lui montrer avant que le rideau ne tombe. La porte de la chambre,
Pourtant verrouillé de l'intérieur, commence à grincer doucement sur ses gonds. La serrure claque avec une précision métallique, un son qui résonne comme un couperet dans le silence de la demeure. Granville, cloué au lit par la première décharge massive de neurotoxines, écarquille les yeux, cherchant à percer le noir. Il s'attend à voir un serviteur accourir à ses cris étouffés, un médecin de garde ou même un homme armé. Mais la silhouette qui se découpe dans l'encadrement de la porte n'a rien de rassurant pour un homme à l'agonie. C'est une ombre familière, mais dont la posture a radicalement changé, perdant sa courbure habituelle de soumission. Barnabé ne se cache plus, car il sait que le venin a déjà commencé à sceller hermétiquement le destin de son maître. L'homme que Granville appelait l'idiot s'avance maintenant avec la solennité glaciale d'un bourreau de justice. Il porte une lanterne dont la mèche est baissée au minimum, projetant des ombres monstrueuses sur les murs tendus de soie. Chaque pas de Barnabé sur le parquet ciré semble peser une tonne, écrasant l'orgueil d'un homme qui se croyait intouchable. Dans sa main libre, il tient un objet que Granville reconnaît immédiatement, et cette vision lui glace le sang plus que le poison. C'est le grand livre de comptes, le cœur battant et putride de la corruption qui ronge l'habitation Valrose. Ce registre contient les preuves irréfutables des transactions illégales, des détournements de fonds et des crimes couverts par l'or. Granville tente d'articuler une menace, de promettre le fouet ou la potence, mais sa langue refuse désormais de lui obéir. Le poison des scorpions jaunes s'attaque avec une efficacité redoutable aux muscles striés, transformant son corps en une prison de chair. Barnabé s'assoit calmement au pied du lit, ignorant superbement les scorpions qui courent sur les draps autour de lui. Pour lui, ces créatures ne sont pas des monstres, mais des sœurs, des extensions vivantes de sa propre volonté de justice. Il ouvre le livre à une page précise, celle où Granville a noté d'une écriture fine le prix de vente de la jeune Marie. « Tu pensais que je ne comprenais pas tes chiffres, maître ?» murmure Barnabé, sa voix n'étant qu'un souffle plus froid que la mort. L'esclave commence à lire à voix basse les noms des morts, ceux que Granville a sacrifiés pour bâtir son palais de Cannes. Chaque nom prononcé agit comme une piqûre supplémentaire dans l'âme du tyran, une vérité qu'il ne peut plus fuir. À quelques centaines de mètres de là, dans l'humidité étouffante des cases des esclaves, Marie ne trouve pas le sommeil. Elle ressent une électricité inhabituelle dans l'air nocturne, une tension qui fait hurler les chiens de garde au loin. Elle serre contre elle un petit morceau de tissu, le dernier souvenir d'une famille que la cupidité de Granville lui a arraché. Elle ignore que dans la grande maison, son destin est en train d'être réécrit avec du venin et de l'encre noire. Elle a peur de l'aube, peur de ce navire négrier qui doit l'emporter loin de sa terre natale, vers un enfer inconnu. Mais au fond de son cœur, elle garde l'image de Barnabé, cet homme étrange qui lui souriait sans jamais prononcer un mot. Elle ne se doute pas que cet homme, qu'elle croyait fragile, est en train de braver l'enfer pour briser ses chaînes invisibles. Le vent se lève soudain, secouant les feuilles de canne avec un bruissement qui ressemble à des milliers de chuchotements accusateurs. Ces chuchotements racontent une histoire de révolte souterraine, une justice que la terre martiniquaise réclame depuis trop longtemps. Mais le plus grand danger pour Barnabé n'est pas le maître agonisant, c'est le temps qui s'écoule avec une cruauté inexorable. Le régisseur de la plantation, un homme brutal nommé Lefebvre, vient de se réveiller en sursaut dans l'aile voisine. Il a cru entendre un bruit suspect venant de l'étage des maîtres, un son discordant dans le calme habituel de la nuit. Lefebvre est un chien de garde fidèle dont la seule fonction est de protéger les intérêts et la vie du comte de Granville. Il saisit son pistolet de poche et une chandelle, sortant de sa chambre avec la hâte d'un prédateur qui flaire le trouble. Chaque marche qu'il gravit rapproche la fin du plan de Barnabé et menace de transformer cette exécution en un massacre général. Si Barnabé est découvert maintenant, Marie ne sera jamais libre et la vérité sur les crimes de Valrose mourra avec lui. L'homme insecte entend distinctement les pas lourds du régisseur qui s'approche inexorablement de la porte de la chambre. Il regarde Granville, dont les yeux révulsés montrent que la douleur a atteint un paroxysme presque insupportable. Barnabé ne bouge pas, il ne cherche pas à s'enfuir par la fenêtre, car il a encore une tâche cruciale à accomplir. Il sort de sa poche une petite fiole de terre cuite contenant une essence que les scorpions détestent par-dessus tout. Barnabé sait que s'il utilise cette essence, les scorpions quitteront instantanément le lit pour envahir la pièce entière.
C'est un risque mortel pour quiconque osera franchir ce seuil, une barrière vivante et venimeuse contre les intrus. Il se tourne une dernière fois vers Granville, cet homme qu'il a traité de moins que rien, pendant des décennies de servitude. « As-tu peur de mourir seul, maître, ou as-tu peur de ce qui t'attend de l'autre côté ?» demande Barnabé d'un ton neutre. Granville essaie désespérément de hurler, mais seul un sifflement d'air s'échappe de ses poumons comprimés par la neurotoxine. L'arrogance du grand propriétaire a laissé place à une terreur primale, celle d'un animal piégé par un ennemi qu'il a créé. Barnabé se remémore chaque coup de fouet reçu, chaque humiliation subie en silence sous le soleil de plomb des champs. Il n'y a aucune haine aveugle dans son regard, seulement la froideur nécessaire d'un juge rendant une sentence irrévocable. Mais Lefebvre est maintenant devant la porte, sa main gantée de cuir saisissant la poignée de bronze avec une force brutale. La porte résiste, car Barnabé a eu la présence d'esprit de la barricader avec un meuble massif avant de commencer son office. Alors que Lefebvre siffle des injures et des menaces derrière le bois épais, Barnabé découvre une page qu'il n'avait pas encore vue. Ce grand livre n'est pas seulement un recueil de dettes financières, c'est le testament d'une trahison familiale sans précédent. Granville n'a pas seulement tué l'ancien propriétaire, il a aussi orchestré froidement la disparition de la mère de Marie. Le secret est là, écrit noir sur blanc, caché dans les marges d'un inventaire de mélasse et de rhum destiné à l'exportation. Si ce document tombe entre les mains du régisseur, il sera détruit sur le champ et le crime de Granville restera impuni à jamais. Barnabé réalise que sa présence dans cette chambre n'est plus seulement une question de vengeance personnelle ou de colère. Il doit protéger ses preuves au péril de sa propre vie, car elles représentent le seul espoir de liberté réelle pour l'orpheline. Le régisseur commence à enfoncer la porte à coups d'épaule, chaque impact faisant trembler les gonds et les boiseries précieuses. Les scorpions, excités par les vibrations et l'odeur de l'essence, commencent à ramper sur les murs de la chambre. L'un d'eux s'arrête juste au-dessus du visage livide de Granville, son dard levé comme une menace finale, suspendu par un fil. Granville voit la mort suspendue au-dessus de lui, une mort petite, noire, articulée et absolument implacable. Il sent le poids des scorpions qui s'agitent sur sa poitrine, leurs pattes griffant la soie de sa chemise de nuit parisienne. Il comprend enfin, dans un éclair de lucidité tardive, que tout son or ne peut rien contre la volonté d'un homme qu'il a méprisé. Barnabé ramasse le registre et le glisse précieusement sous sa propre chemise, contre sa peau protégée par son étrange immunité. Il se dirige vers la fenêtre ouverte, là où la jungle sauvage l'attend, là où il est le seul et véritable souverain. Mais avant de disparaître dans la nuit, il se penche vers l'oreille de Granville pour lui murmurer une dernière vérité atroce. « Le navire de Marie ne lèvera jamais l'ancre, maître, car il n'y a plus personne ici pour payer le prix du capitaine. » Le premier craquement violent du bois de la porte annonce l'entrée imminente du régisseur dans ce cauchemar biologique. Barnabé enjambe le rebord de la fenêtre avec la souplesse d'un chat alors que le panneau de la porte cède dans un fracas de tonnerre. Ce que Lefebvre va découvrir dans cette chambre de maître dépasse tout ce que son esprit brutal et limité peut concevoir. L'obscurité est brusquement trouée par la lueur vacillante de la chandelle de Lefebvre, révélant un spectacle de pure horreur. Il voit son maître, le puissant et redouté comte de Granville, transformé en une masse de chair convulsée et violacée. Il voit les scorpions qui se déplacent comme une marée vivante et silencieuse sur le parquet, se dirigeant déjà vers ses bottes. Et surtout, il aperçoit la fenêtre grande ouverte sur le vide de la nuit, signe que l'assassin s'est déjà volatilisé. Mais Lefebvre ne sait pas encore que le registre crucial a disparu, et avec lui, le seul moyen de sauver l'empire des Granville. La nuit de l'habitation Valrose est loin d'être terminée, et le sang n'a probablement pas fini de couler sur cette terre maudite. Marie attend toujours dans l'ombre de sa case, ignorant que le prix de sa liberté est écrit en lettres de feu dans un livre volé. Le véritable jeu de piste commence maintenant, car la traque impitoyable de l'homme insecte vient d'être officiellement lancée. Et dans l'épaisseur de la jungle martiniquaise, les règles ne sont plus celles des maîtres, mais celles de la survie la plus féroce. Qui succombera le premier au venin de la vérité qui s'apprête à éclater au grand jour? Le son de la cloche de l'habitation Valrose déchire la nuit, un glas frénétique qui annonce le chaos. Ce n'est pas l'alerte habituelle pour un incendie ou une évasion, c'est un cri de panique pure qui s'élève de la grande maison. Lefebvre, le régisseur au visage de pierre, recule devant le lit de Granville
comme s'il faisait face au diable en personne. La lueur de sa chandelle danse sur les corps articulés des scorpions qui patrouillent désormais sur le cadavre encore chaud du maître. « Ne restez pas là, imbécile. Fouillez les jardins, bloquez les issues !» hurle-t-il aux gardes qui s'entassent dans le couloir. Mais les hommes hésitent, terrifiés par la vision de ces prédateurs miniatures qui semblent garder le corps de leur victime. Lefebvre sait que chaque minute compte, car si l'homme insecte s'échappe, les secrets de Granville s'envoleront avec lui. Il sent une sueur froide couler dans son dos, non pas par pitié pour son maître, mais par peur pour son propre avenir. Sans Granville pour le protéger, le régisseur n'est qu'un complice dont la tête pourrait bien finir dans un nœud coulant. Il doit retrouver Barnabé, non pas pour le livrer à la justice, mais pour l'étouffer avant qu'il ne parle. Dehors, la pluie tropicale commence à tomber, une averse lourde et tiède qui transforme les sentiers en rivières de boue. Les chiens de chasse, des bêtes dressées pour traquer l'homme, hurlent de frustration car l'odeur de Barnabé semble s'être évaporée. L'homme insecte connaît les secrets de l'eau. Il sait quels courants emprunter pour perdre les prédateurs à quatre pattes. Tapi dans une ravine profonde, Barnabé sent le registre peser contre son torse, une preuve matérielle de l'infamie. Son cœur bat avec une régularité surprenante, loin de la panique qui agite les hommes de Lefebvre au-dessus de lui. Il se remémore le visage de Granville au moment où le dernier souffle a quitté ses poumons, une image de justice pure. Pourtant, une ombre d'inquiétude passe dans son regard, alors qu'il tourne les yeux vers les lumières lointaines des cases. Il sait que Lefebvre est un animal blessé, et un animal blessé s'attaque toujours à ce qu'il y a de plus fragile. Marie est toujours là-bas, enfermée et ignorante du séisme qui vient de renverser le trône de Valrose. Barnabé réalise avec effroi que le régisseur va tenter de l'utiliser comme monnaie d'échange pour récupérer le livre de comptes. Dans l'entrepôt de sucre, l'odeur de la mélasse est devenue étouffante, presque aussi lourde que le désespoir de Marie. Lefebvre vient de la faire sortir de sa case, la traînant par le bras sans un mot d'explication, le regard fou. « Où est-il, petite vipère? Où se cache ton ami Barnabé ?» crache le régisseur en lui serrant les poignets à en briser les os. Marie ne répond pas, non pas par défi, mais parce que la terreur a scellé sa gorge comme un étau de fer. Elle voit dans les yeux de Lefebvre une lueur qu'elle n'avait jamais vue chez Granville, la peur d'un homme qui a tout à perdre. Le régisseur sait que le navire du marchand d'esclaves est déjà en vue au large, ses voiles grises se découpant sur l'horizon. Il a décidé d'accélérer la vente, de se débarrasser de Marie avant que les autorités coloniales ne débarquent pour l'enquête. Si elle disparaît en mer, elle emmènera avec elle une partie des secrets que Barnabé cherche à protéger. Marie sent les cordes brûler sa peau, mais c'est l'absence de Barnabé qui lui fait le plus de mal dans cet instant d'agonie. Elle ignore que son protecteur est déjà en train de remonter la pente glissante de la ravine, bravant la tempête pour revenir vers elle. Barnabé s'arrête un instant, le corps brûlant de fatigue mais l'esprit plus clair que jamais. Il dépose le registre dans une cachette que lui seul connaît, un sanctuaire naturel au cœur de la forêt profonde. Il ne peut pas risquer que le document soit détruit si jamais il venait à être capturé par les hommes de Lefebvre. Désormais, il ne porte sur lui que sa connaissance des venins et sa volonté de briser définitivement les chaînes de Valrose. Il se parle à lui-même, un monologue intérieur qui est une prière aux esprits de la terre et de l'ombre. Il pense dès que je suis un insecte qu'on écrase, mais ils vont apprendre que certains insectes portent la fin des mondes. Sa démarche change, devenant plus prédatrice, plus fluide, se fondant dans les ombres de la plantation avec une aisance démoniaque. Il évite les patrouilles qui sillonnent les champs de canne, les torches des gardes créant des cercles de lumière inutiles. Barnabé se dirige droit vers l'entrepôt de sucre, là où il sait que Lefebvre a l'habitude de cacher ses plus sombres desseins. L'air est chargé d'une tension électrique, comme si la nature elle-même attendait l'affrontement final entre l'esclave et le bourreau. Soudain, une main se pose sur l'épaule de Barnabé, le faisant sursauter pour la première fois de la nuit. C'est Toussaint, l'un des rares gardes de couleur, un homme dont la loyauté envers Granville a toujours été une façade. Ils l'ont emmené dans la cellule du fond, Barnabé. Lefebvre va la livrer au capitaine du navire d'ici 1 heure, chuchote Toussaint. Barnabé regarde cet homme qu'il croyait être son ennemi, cherchant une trace de trahison dans ses yeux sombres. Mais Toussaint lui tend un objet métallique, lourd et froid, qui brille faiblement sous la pluie, la clé de l'entrepôt. « Va, avant que le jour ne se lève. Si le soleil te trouve ici, nous serons tous perdus, » ajoute le garde avant de disparaître.
Barnabé serre la clé dans sa main, sentant un regain d'espoir mêlé à une fureur froide qui ne demande qu'à exploser. Il comprend maintenant que la légende de l'homme insecte a commencé à porter ses fruits, instillant le doute chez les opprimés. La solidarité, née dans les recoins les plus sombres de la souffrance, devient l'arme la plus inattendue de sa quête. Mais le temps est un luxe qu'il n'a plus, car le bruit des rames d'une chaloupe se fait déjà entendre sur le rivage. À l'intérieur de l'entrepôt, Lefebvre perd patience, arpentant le sol de terre battue avec une nervosité croissante. Il vérifie l'amorce de son pistolet, le cliquetis du chien de l'arme résonnant comme une insulte dans le silence. Il sait que Barnabé est proche. Il sent sa présence comme on sent l'orage qui s'approche avant le premier éclair. « Je sais que tu es là, maudit sorcier. Sors de l'ombre et rends-moi ce livre, où la fille meurt en premier. » hurle-t-il dans le vide. Marie, accroupie dans sa cellule, entend la voix brisée du régisseur et sent que la fin est proche, d'une manière ou d'une autre. C'est alors qu'un bruissement étrange commence à se faire entendre dans les charpentes de l'entrepôt. Un son de grattement multiplié par 1000. Lefebvre lève sa lanterne vers le plafond, et ce qu'il voit lui arrache un cri de dégoût et de terreur absolue. Des milliers de fourmis rouges, des colonies entières drainées des champs par la tempête, descendent le long des poutres. Elles ne tombent pas au hasard, elles semblent être guidées par une volonté invisible, convergeant vers le régisseur. Barnabé n'est pas seulement l'homme au scorpion, il est le maître de tout ce qui rampe et qui mord dans cette terre. Lefebvre tente de secouer ses jambes, mais les insectes s'accrochent avec une ténacité incroyable, s'insinuant sous son pantalon. La douleur des premières morsures est comme des centaines de décharges électriques qui parcourent son corps. Il lâche sa lanterne, qui se brise sur le sol, répandant l'huile enflammée dans un cercle de feu qui illumine la scène. Dans cette lumière infernale, Barnabé apparaît enfin debout au milieu des flammes, le visage calme et le regard vide de pitié. Il n'a pas besoin d'armes, car la nature elle-même est devenue son bras armé dans cette cellule de bois et de sang. Lefebvre tombe à genoux, hurlant alors que les fourmis atteignent son visage, ses mains cherchant désespérément à les chasser. Barnabé s'approche de Marie, brisant ses liens avec un couteau qu'il a ramassé au passage, sans quitter des yeux son ennemi. « Ne regarde pas, Marie. Viens, le chemin vers la mer nous attend, » dit-il avec une douceur qui contraste avec l'horreur ambiante. Mais au moment où il s'apprête à franchir la porte, un coup de feu retentit, étouffé par le fracas de l'incendie qui se propage. Barnabé s'arrête net, une main plaquée sur son flanc, alors que Lefebvre, dans un dernier geste de haine, lâche son pistolet fumant. Le sang coule, rouge et chaud, se mélangeant à l'huile noire et à la terre battue de l'entrepôt de Valrose. Barnabé sent ses forces le quitter, mais il refuse de tomber avant d'avoir mis Marie en sécurité hors de ce brasier. Lefebvre, dévoré par les insectes et les flammes, ne bouge plus, son corps étant devenu le testament de sa propre cruauté. Marie tente de soutenir Barnabé, ses petites mains tremblantes s'agrippant à l'homme qui a tout sacrifié pour elle. « Il faut partir, Barnabé. S'il te plaît, lève-toi » supplie-t-elle, les larmes coulant sur son visage couvert de suie. L'homme insecte lève les yeux vers elle, un sourire triste flottant sur ses lèvres pour la première fois de sa vie. Il sait que le prix de la justice est souvent payé en sang, et il est prêt à donner le sien jusqu'à la dernière goutte. Pourtant, un bruit nouveau vient s'ajouter au crépitement du feu. Des voix d'hommes, des voix autoritaires qui approchent du bâtiment. Ce ne sont pas les gardes de la plantation, mais les officiers de la justice coloniale, alertés par les signaux de Toussaint. Le destin de Barnabé et de Marie est sur le point de basculer une dernière fois dans un final où la vérité sera la seule survivante. L'officier s'arrête, pétrifié par le spectacle de l'homme blessé protégeant l'enfant au milieu d'un tapis d'insectes morts et vifs. Barnabé tend la main vers l'officier, non pas pour demander grâce, mais pour désigner la direction de la forêt profonde. Il sait que le registre est en sécurité, et que même s'il meurt ici, la vérité sur Granville ne pourra plus être étouffée. Mais l'officier ne semble pas vouloir l'arrêter. Il regarde le corps de Lefebvre avec un dégoût manifeste et une pointe de respect pour l'esclave. « Est-ce fini? Est-ce que le monstre est enfin mort ?» demande l'officier d'une voix qui tremble légèrement. Barnabé ne répond pas. Il se contente de fermer les yeux, sentant le venin de la balle faire son œuvre là où celui des scorpions avait échoué. Mais avant que l'obscurité ne l'emporte, il perçoit un son qu'il n'avait jamais entendu à l'habitation Valrose.
le chant d'un oiseau annonçant l'aube. C'est l'aube d'un jour nouveau. Mais sera-ce le jour de la liberté ou celui d'une nouvelle forme d'oppression? Le registre attend toujours dans son tronc d'arbre, gardant en son sein le pouvoir de détruire ou de sauver des centaines de vies. Et dans l'ombre de la forêt, le peuple des insectes attend son prochain signal pour reprendre sa marche inexorable vers la justice. L'officier de marine reste pétrifié, son épée vacillante à la main, face à cette scène qui défie toute logique rationnelle. Devant lui, un homme blessé, presque une apparition, protège une enfant dont le regard est chargé d'une terreur plus ancienne que la nuit. L'entrepôt de l'habitation Valrose n'est plus qu'un brasier de sucre et de haine, où le corps de Lefebvre disparaît sous un linceul de cendres. Barnabé sent la chaleur de l'incendie sur sa peau, mais c'est le froid de la balle dans son flanc qui réclame son attention. Il sait que s'il s'effondre ici, son œuvre restera inachevée et Marie redeviendra une proie pour les charognards de la colonie. D'un geste lent, presque solennel, il désigne à l'officier le tronc d'arbre creux situé à la lisière de la forêt sombre. L'officier, un homme dont l'honneur n'a pas encore été totalement corrodé par le système colonial, comprend qu'un message lui est adressé. Il fait signe à ses hommes de ne pas tirer, sentant que la violence de cette nuit a déjà atteint son point de non-retour. Barnabé s'appuie sur l'épaule de Marie, puisant dans sa force fragile pour se relever une dernière fois, tel un spectre refusant l'oubli. Le silence qui retombe sur les décombres fumants est lourd de vérités qui s'apprêtent à être exhumées de la terre martiniquaise. Le matin du 14 juin 1845 se lève sur une plantation qui ne sera plus jamais la même, une demeure où le temps s'est arrêté. Les esclaves, restés dans l'ombre de leurs cases, observent avec un mélange d'espoir et de crainte les autorités investir la maison de maître. Le comte de Granville est retrouvé dans son lit de soie, son corps devenu une carte violacée de piqûres mortelles. Le médecin légiste, dépêché en urgence depuis Saint-Pierre, recule de 3 pas en soulevant les draps importés de Paris. Il n'a jamais vu une telle concentration de venin, une telle précision chirurgicale dans la distribution de la mort. « C'est une malédiction divine », murmure-t-il, incapable de donner une explication scientifique à ce massacre biologique. Mais la véritable onde de choc ne vient pas de la morgue. Elle vient du tronc d'arbre creux que l'officier de marine vient d'ouvrir. Le registre de Granville est là, intact dans sa peau de chèvre, prêt à hurler les crimes que le maître pensait avoir enterrés. Chaque page tournée par le juge de paix local révèle une horreur nouvelle. Un meurtre déguisé en accident, une vente illégale maquillée en dette. La réputation du comte, si soigneusement entretenue par la peur, s'effondre plus vite que les murs calcinés de son entrepôt. Les révélations du registre agissent comme un poison plus lent, mais tout aussi dévastateur pour l'élite de l'île. On y découvre que Granville avait orchestré l'assassinat de son prédécesseur, utilisant des herbes que seul un expert en toxines pouvait identifier. On y lit surtout l'acte de vente de Marie, un document qui prouve que la jeune fille n'a jamais été une propriété légitime, mais une captive volée. L'indignation publique, nourrie par la peur que de tels secrets puissent concerner d'autres domaines, oblige la justice à agir avec une célérité inhabituelle. Le contrat avec le marchand d'esclaves est déclaré nul et non avenu par un tribunal improvisé dans la salle de réception de Valrose. Marie est déclarée libre, faute de propriétaire légal, et face aux preuves de l'enlèvement de sa mère des années plus tôt. C'est une victoire juridique sans précédent dans cette colonie, une faille dans un système que l'on pensait inébranlable. Mais au milieu de cette agitation administrative et de ces joutes oratoires, une question demeure sur toutes les lèvres. Où est passé l'homme insecte, celui qui a déclenché cet incendie de vérité au péril de sa propre existence? La chambre de Granville est vide, et les scorpions ont disparu comme s'ils n'avaient été que les reflets d'un cauchemar passager. Barnabé n'a pas attendu les honneurs de la justice des hommes, une justice en laquelle il n'a jamais cru. On raconte qu'il a été vu une dernière fois près de la cascade du Saut du gendarme, portant toujours sa blessure au flanc. Certains disent qu'il a succombé à la fièvre dans les bras de la forêt, sa véritable mère, celle qui lui a donné ses pouvoirs. D'autres prétendent qu'il a rejoint les camps de nègres marrons, ces rebelles cachés sur les sommets des pitons. Mais la légende préfère une version plus mystérieuse, une fin qui sied mieux à l'homme au scorpion. On raconte qu'il s'est transformé, que sa chair s'est fondue dans l'écorce des arbres et que ses yeux veillent désormais sur la plantation. Marie, désormais installée chez une famille de pêcheurs libres sur la côte,
regarde souvent vers les montagnes sombres. Elle sait que si elle respire aujourd'hui l'air du large, c'est grâce au silence et au courage de celui que tout le monde méprisait. Elle garde précieusement un petit scorpion de bois sculpté, le seul objet que Barnabé lui ait jamais laissé avant de s'éclipser. Chaque fois qu'elle le touche, elle sent la force de ceux qui n'ont rien mais qui possèdent le secret de la terre sous leurs ongles. L'habitation Valrose tomba lentement en ruine, car personne ne voulut racheter une terre dont les murs semblaient murmurer des accusations. Les nouveaux colons craignaient l'ombre de Granville, mais ils craignaient encore plus le retour de l'homme-insecte. On dit que les soirs d'orage, on peut encore entendre le bruissement de milliers de pattes dans les charpentes de la maison vide. C'est un rappel constant pour ceux qui détiennent le pouvoir. Le silence des opprimés n'est jamais une absence de danger. La marque du scorpion sur le seuil de la porte ne s'effaça jamais, malgré les pluies torrentielles et le passage des décennies. Elle resta là comme une signature, une sentence irrévocable gravée dans le calcaire par un homme qui avait décidé de ne plus subir. La vengeance de Barnabé n'était pas une simple explosion de colère, c'était une démonstration de puissance biologique et morale. Il a prouvé que même dans les chaînes les plus lourdes, l'esprit peut trouver des alliés dans les créatures les plus infimes. La justice a été rendue, non pas par les codes de loi de Paris, mais par le venin et la vérité d'un homme ignoré. Et l'histoire de l'habitation Valrose restera à jamais liée à celle de son bourreau le plus inattendu. C'est ici que se termine l'histoire de Barnabé, l'homme qui a vaincu un empire avec 50 scorpions. Ce récit nous rappelle que derrière chaque grand silence historique se cache souvent une tempête qui ne demande qu'à éclater. Justice a été faite pour Marie, et le nom de Granville a été rayé des livres de la noblesse pour être inscrit dans ceux de l'infamie. Si ce récit de courage et de mystère vous a touché, j'aimerais connaître votre avis final sur cette affaire. Notez la conclusion de cette histoire de 0 à 10 dans les commentaires et partagez votre ressenti sur le destin de Barnabé. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres dossiers oubliés et d'autres vengeances qui ont marqué l'histoire. Chaque secret que nous déterrons ensemble est une pierre de plus apportée à l'édifice de la vérité. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout, là où la lumière de l'aube finit toujours par chasser les ombres. L'histoire de l'homme-insecte continuera de hanter les mémoires, tel un avertissement silencieux porté par le vent des Antilles. Car tant qu'il y aura de l'injustice, il y aura des hommes capables de commander aux ombres pour rétablir l'équilibre. Et parfois, la justice n'a pas besoin de tribunaux, elle a seulement besoin d'un lit de soie et de quelques dards chargés de venin. Le dossier de l'habitation Valrose est désormais clos, mais ses enseignements restent éternels. Que la terre vous soit légère, et que votre sommeil soit épargné par le bruissement des pattes dans l'obscurité. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les archives interdites de notre passé.